bienvenue dans Bento Pop. J'espère que vous allez très bien, comme toujours. Aujourd'hui, on sera accompagné de Kerem Hassan. Hello. Et de Axel Douglas. Ah yes, il a dit le S. T'as vu, je l'ai bien fait. Et bien sûr, notre invité du jour, Jérémy Mozzi. Exactement, c'est bien dit. Et à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas bien dire les choses. Après, il est facile à prononcer celui-là, ça va. Ouais, ça va. C'est vrai qu'il est facile. Déjà, est-ce que tu vas bien? Bah écoute, très bien, et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Bon, ça me fait super plaisir. C'est trop cool. Moi, je suis très content d'être avec toi. En plus, tu nous as ramené plein de petits voyages temporels, j'ai envie de dire, de capsules temporelles. Ouais, exactement. Ça va être zinzin cette dernière émission de la saison 1. On est très content de la finir avec toi. Donc j'espère que ça va être cool. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet événement? Franchement, pour une première, c'est très très bien. Et puis moi, ça me fait plaisir de monter dans des lieux dans le nord, pour moi, parce que on sait que je viens de Toulouse, hein, ça s'entend et tout, et ça me fait super. Ouais, un petit peu, non? Un petit peu. Et non, ça me fait plaisir de monter un peu plus vers Angers. J'étais venu dans une autre convention à Angers il y a quelques années. Mais c'est toujours un plaisir de voir de nouvelles têtes, de nouveaux visages, et surtout des abonnés qui viennent me voir et qui ne peuvent pas me voir forcément quand je suis vers Toulouse. Donc c'est trop cool de venir ici, quoi. Et ça me suis super bien passé avec des gens formidables. Ça, en plus, j'ai vu que tu avais un Jumanji sur ta table, ça c'est incroyable quand même. Mais on y reviendra. Yes. On va en parler. Comment ça va, Karima? Eh ben écoute, impeccable. Et toi, Axel? Bah nickel, écoute, on finit en beauté avec notre enfance qui revient tout doucement. Ça. Il adore lui, la nostalgie. Moi oui, moi aussi j'ai des petits jouets comme ça, mais ceux-là je les ai pas. Mais j'ai gardé mes Jojo. Moi c'est ça qui me parle le plus, les POG. Les POG, jeux de la cour de récré, cultissime. Le soir quand tu rentrais à la maison, que tu t'étais fait prendre tous tes POG, tu te faisais défoncer par les parents. Alors, c'était soit team celui qui raquette les autres, soit celui qui s'est fait raqueter. Ah bah moi je me faisais raqueter. Et puis tu sais, t'avais ce truc de pas vouloir jouer tes meilleurs POG. Ouais. Les plus beaux, tu te les gardais. C'est ça. L'autre, il mettait des super beaux POG et toi, tu mettais 3 merdes. Les petits holographiques, tu sais, genre. Les brillants, je les garde. C'est ça. C'est un peu comme les billes au final, hein, c'est la même. Genre ceux qui avaient les pépites là. Ah oui. Allez, on parle des pépites. Pour moi, c'est les plus belles billes. Ouais, carrément. J'en ai parlé dans ma conférence tout à l'heure. Les pépites, qu'est-ce que c'était belle. C'est ça. Incroyable. Là, par contre, c'est moi qui raquettais les billes des autres. Je rentrais avec des gros sacs de billes derrière. Je récupérais même les sachets de billes carrément des gens. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On est pas là pour parler de mon racket de billes. Bah, écoutez, on va commencer directement par une pop libérée. Donc, le premier débat de cette émission. Et on va parler du rétro. Il me semble que tu t'y connais un petit peu en rétro. Donc, un petit peu, ouais. C'est un peu ta sauce. Est-ce que tu t'y connais en jeux vidéo rétro? C'est OK? Alors, j'en ai plein. T'en as plein. J'ai une belle collection. Je me doutais, j'ai pas pris trop de risques. Est-ce que le néo-rétro, c'est un peu le futur du jeu vidéo? Ça démarre très fort, là. Ça démarre comme ça. Allez. Le futur, je dirais pas jusque-là. C'est difficile. Moi, je suis très attaché au rétro. Vraiment, j'ai une collection. Je reprends tous les jeux en boîte que j'ai pas pu avoir à l'époque, mais que j'ai testé chez des potes. Par exemple, sur la Play, j'ai une collection de presque 150 jeux en boîte complet. C'est un truc. Je suis très attaché au physique, aux boîtes de l'époque. J'ai même acheté là récemment des boîtiers anti-vol. Ah ouais, carrément. Micromania les ont ressortis là. Bon, c'est un peu cher, mais bon, c'est juste pour le kiff d'avoir le truc de faire style. Tu le prends dans le magasin comme à l'époque et tu l'as dans ta boîte. Ça fait plaisir. Après, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusqu'à dire le néo-rétro, c'est le futur du jeu. Parce qu'il y a quand même une autre grosse partie qui, pour moi, est le futur. J'attends des avancées technologiques, moi. J'attends vraiment les gaps que nous, on a connus dans les années 90. On est passé de la 2D à la 3D et de la 3D à la 3D. À chaque année, je me souviens, on disait de FIFA. Par exemple, moi j'ai ça comme maître étalon, on jouait à FIFA et on se disait ils pourront jamais faire plus beau que ce jeu, c'est pas possible. Et chaque année, ils étaient plus beau. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on stagne un peu, mais je pense que sur les prochains, il y a moyen qu'ils fassent des gaps. Ouais, on stagne sur les aspects visuels, mais ce qui risque d'exploser, c'est vraiment l'immersion dans les jeux. Ouais. Parce qu'en fait, la capacité de calcul et les contenus et le génératif,
fait qu'on va pouvoir avoir des PNJ qui sont incroyables avec des backgrounds de malades, etc., des interactions. Là où nos persos disaient tout le temps, enfin tu parles à 2 fois au même mec qui va te dire la même chose, ça bientôt c'est fini quoi. Ah oui, ça c'est clair et net, c'est terminé. Ça va être c'est incroyable ces aspects-là. Mais ils avaient commencé déjà à l'époque sur Skyrim en VR, si je dis pas de bêtises, où ils avaient mis une intelligence où le PNJ réagissait vraiment à ce que tu allais dire dans ton micro et tout. Donc ils avaient déjà commencé un petit peu à développer le truc. Ça peut être mais c'est vrai que quand je vois des jeux quand même comme Sea of Stars, quand même, qui rendaient déjà hommage, il y a Replace récemment qui est sorti. On a quand même pas mal de jeux dans cette style graphique pixel bien marqué. Oui, du pixel beaucoup plus soigné forcément qu'à l'époque parce que on a, comme tu as dit, on a évolué quand même technologiquement. J'ai l'impression que c'est ces jeux-là que les gens vont chercher aujourd'hui. Après, c'est peut-être par nostalgie, désolé, je te coupe. C'est peut-être par nostalgie qu'ils vont chercher ça. Moi, je sais que quand le Street of Rage 4 il est sorti, ou quand le dernier Tortue Ninja là, en 2D est sorti, j'ai kiffé. Ça m'a rappelé le Turtle in Time sur les arcades ou sur la SNES. Complètement. Franchement, c'était un délire. Surtout qu'ils étaient. Il y avait le côté 2D externe, mais ils étaient beaux, ils étaient lissés, etc. Le Street of Rage, il est magnifique, etc. Donc, c'est en effet, je pense quand tu dis les gens, c'est nous. C'est exactement ça. On est la cible de ça. Je suis pas sûr que. Peut-être qu'il y a un côté partage pour ceux qui ont des enfants, etc. Et on va partager ces jeux-là, et du coup, on va attirer d'autres générations. Mais il y a des jeunes qui s'intéressent un peu moins à ça. On est bien, nous, le cœur de cible, en effet, de ce type de jeu. Et il y en a pas mal qui sont pas mauvais, que ce soit le Tortue Ninja ou le Street of Rage, là en l'occurrence, ils sont vraiment pas mauvais, donc allons-y quoi, let's go. Ouais, et puis tu as même des Dave the Diver, si je dis pas de bêtises aussi, qui ont cartonné. Tu as des jeux comme Cocoon aussi, graphiquement, ça fait. C'est pas des jeux ultra beaux graphiquement, mais ils apportent une certaine poésie. Planet of Lana, pour moi, qui fait aussi un peu penser à ce gaming qu'on a pu connaître dans le temps, en termes de gameplay, même, c'est assez rapproché. Donc c'est vrai que quand même, je trouve que ça prend de la place, en tout cas sur la scène du jeu vidéo aujourd'hui. Oui, de plus en plus. Mais je pense que c'est la période aussi. C'est-à-dire que moi, je le vois côté nostalgie en tant que créateur de contenu spécialisé là-dedans. Les années 80-90, en ce moment, surtout 90, mais ça explose, ça fait des années et là, on est au pic. Je pense qu'on est au pic. Ça peut que redescendre. J'espère que ça va durer encore très longtemps. Mais est-ce que finalement, ça va pas se décaler comme il y avait une méga nostalgie des années 80, là on est dans les années 80, ça, et dans quelques années, ça serait nostalgie des années 2000. Mais ça commence à déborder sur les années 2000. Il y a plein de comptes années 2000. Et puis bon, quand on parle de nostalgie années 90, on groupe les 2000 dedans un petit peu parce que c'est fin 90, c'est enfance, adolescence, c'est notre vie à nous. Donc là, je suis sûr que ça va décaler. Après, est-ce que ça décalera 2010, 2020 Ça, je suis moins sûr. Si, mais dans peut-être 20, 30, 40 on verra comment ça évolue. Mais nostalgie de quoi Je ne sais pas. On ne sait pas, c'est ça. Je reste nostalgique de la Xbox 360. Nostalgie du vide intersidéral. Non, mais en même temps, c'est une vraie question parce que c'est vrai que nous, on avait 6 chaînes. Donc les dessins animés, on avait tous les mêmes refs. On avait les mêmes jouets parce que c'était, on avait tous les mêmes parents qui nous achetaient les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a une telle variété, tellement de plateformes. C'est ça, et puis ils ont tout rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'attente. Quand un film sortait au cinéma, il fallait attendre 1 an avant qu'il sorte en VHS au vidéoclub. Quand ça se passait bien. 1 an après sur Canal Plus ou à la télé. Quoi. Un an quand ça se passait bien. Quand ça se passait bien, ouais, il y a eu des ratés, évidemment. Mais non, c'est vrai que nous, on savait attendre, on savait. Ça fait vieux con un peu. Ouais, c'est vrai. Mais on est des vieux cons. Mais mais en gros, ce que je dis et ce que les parents disent aussi que je rencontre, c'est qu'on savait attendre, on savait apprécier ce qu'on avait. Aujourd'hui, tout va tellement vite, ils ont tellement le choix de tout qu'ils consomment à fond de l'info tous les jours et ils profitent pas du truc. Quoi. C'est pas du tout le même type de consommation, c'est vrai. Un jouet, tu jouais pendant 20 ans. Tu jouais 20 ans avec, il t'est cassé, c'était pas grave. Tant pis, tu jouais avec quand même parce que de toute façon, c'est tout ce qui te restait. Donc, complètement, même le petit revendeur de jeux vidéo pas affilié à Micromania ou ces grosses structures. Aujourd'hui, ils se font rares quand même. Là, de plus en plus. Et puis, plus que rare, je poursuivre Conquerax, qui est un pote qui fait beaucoup de vidéos sur les magasins indépendants et qu'on voit fermer petit à petit. Je sais qu'à Paris, là, ils enferment beaucoup la République. Voltaire, c'était la zone où il y avait tout. Quoi. On y allait. Moi, j'ai découvert la zone. Je l'ai découvert il y a 1 an, même pas. J'y suis allé, j'ai trouvé un Dracula Curse 3 sur la neige. J'étais trop content. Mais il y a des trésors, et là, je vois que le magasin ferme. Quoi. Il y a des trésors. C'est abusé. C'est très compliqué. En plus, ça c'est un autre débat peut-être, mais en plus il y a de la spéculation maintenant. C'est-à-dire que les gens qui achètent, ils n'achètent plus que pour la passion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu fais partie des passionnés de base. Tu achètes ça parce que
tu retrouves quelque chose, une nostalgie. Il y en a maintenant qui pensent argent et du coup, c'est une autre logique qui est en train de s'implanter. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a des passionnés. Moi, j'en fais partie. J'achète pas des trucs parce que je sais que ça va valoir cher plus tard. Je les achète parce que ça me fait penser à un moment de ma vie, de mon enfance ou autre. Mais c'est vrai que la spéculation au niveau des cartes, au niveau des jeux, c'est abusé. Vraiment, c'est. On le voit sur les vide-greniers, moi je trouve. Sur les vide-greniers, moi qui fais beaucoup de vide-greniers, tu vois, à une époque, il y a 10 ans, tu retrouvais des jouets comme ça, tu retrouvais plein. Et à 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, tu retrouvais mais plein. Et aujourd'hui, moi j'en trouve plus. Mais ils sont à 6h du mat, ils ont tout récupéré. Et puis toi, t'arrives. Les brocantes, c'est vrai que moi j'en fais très peu parce que quand j'y vais, déjà je me lève pas à 6h du mat, j'ai pas la foi. J'ai pas la foi pour ça. Mais quand j'y vais, je trouve très peu de choses ou à des prix mais de malade. Et les gens, maintenant, en fait, ce qu'ils font, c'est quand ils retrouvent des jouets ou des trucs, ils vont sur Vinted, ils voient les gars qui mettent des prix de ouf et ils se disent moi aussi je vais mettre ce prix. Alors que c'est pas de l'or. Enfin, il y a des jouets, ils valent pas le prix qui sont affichés sur Vinted ou autre. Donc c'est de plus en plus dur de retrouver des éléments de nostalgie comme ça. C'est un peu écœurant pour des passionnés de voir ça quand même. C'est ça. Moi, on en a déjà parlé. Moi, au bout d'un moment, j'ai fait un blocage. J'ai vendu toute ma collection de jeux vidéo. Je dis ça me saoule en fait. Toi, je vends tout. Je veux pas. Sinon, je vais me créer des envies et en fait, ça va être des envies qui seraient complètement démesurées parce que les prix sont devenus complètement aberrants d'un truc que j'aurais pu avoir. Donc ça m'a un peu dégoûté. Je suis parti sur autre chose. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais du coup, sur les jeux vidéo un petit peu qui reviennent sur le néo rétro, il y a beaucoup de choses. Il y a eu plein de tentatives, plein de choses à dire. Il y a aussi les petites consoles rétro qui sont sorties, tout ça. Il y a eu une vague, là je crois que ça s'est un peu calmé, non? Il n'y en a plus trop. Ouais, là, tu parles des consoles en format mini? Les mini-consoles, Ils ont fait la mini PS1, là, je crois. Ouais, mini PS1, mini NES, mini SNES. La mini Atari aussi. La mini Mega Drive, je suis pas sûr, mais je crois que je l'avais vu. Est-ce qu'elle est officielle? Je sais pas si elle est officielle. Non, pas officielle, je pense pas. Est-ce qu'on retrouve les sensations sur ces consoles? Pas vraiment. Moi, je trouve pas vraiment parce qu'aujourd'hui, tu vois, ces consoles-là, au final, c'est de l'émulation. Oui, t'as des ROM, ils font tourner des ROM et t'as juste une manette qui est officielle. Alors que nous, ce qui était marrant, c'était d'ouvrir la boîte, de mettre le CD, de se dire ça va pas marcher, de lire la notice. De lire la notice. Les notices, ils n'existent plus aujourd'hui. Moi, je me souviens de la PlayStation. Des fois, j'ai aidé le CD à partir. Tu la mettais à l'envers aussi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis il y avait le stress quand tu voyais une poussière sur ta lentille, tu te disais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la nettoie ou je laisse comme ça et peut-être ça marche, tu vois. Les rayures sur le CD, tu disais est-ce que ça passe encore? Ouais, mais t'avais ton petit revendeur de jeux vidéo, il te passait un produit magique, il n'y avait plus de rayures. De toute façon, ton CD, tu savais s'il marchait ou pas. Si la cinématique est saccadée, c'était foutu. Ah bah oui, là, si la cinématique commençait à saccader, c'était mort. Et puis il y avait le logo PlayStation par exemple qui s'affichait, t'attendais quelques secondes et tu étais comme ça, tu priais. C'est bon, ça part, c'est bon. Le logo Sony, là, tu savais que si ça passait pas le losange, c'était foutu. Exactement. Il n'y a pas de réponse absolue. Je pense qu'on on est la génération cible, en tout cas, de ce côté néo. Ça va continuer sûrement tant qu'il y aura du business à se faire. Je pense aussi. D'accord, très bien. Merci en tout cas pour toutes vos belles réponses, déjà pour commencer. Et on va partir directement sur une chronique. Une chronique réalisée par Kerema. C'est ma chronique bouquin du coup. Exactement. Ouais, alors petite chronique bouquin rapide. Alors j'en ai 2 ici et je voulais vous reparler parce qu'on est en plein dedans en ce moment des bouquins de Nota Bene qu'on avait reçus d'ailleurs sur le plateau Nota Bene lors de Korean Tour. Faut savoir qu'il avait commencé, alors à la base c'était avec Omakebook, mais Omakebook ça a fermé, donc je crois que celui-ci était encore chez Omake à l'époque. Il écrit des bouquins thématiques où en fait il va chercher un groupe souvent d'universitaires, de chercheurs, etc. Prend une thématique, ils vont la creuser à fond et ils l'abordent dans un bouquin qui est un beau bouquin, bien illustré. Je vais l'ouvrir rapidos. Oui, merci Axel. Vous voyez, vous avez porte-micro comme vous pouvez voir. Je peux tout faire. Donc c'est des bouquins qui sont vraiment hyper complets. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il a lancé du coup un crowdfunding pour les chevaliers. Donc il y a le premier, ça a été les Vikings suivi des samouraïs qui est dans notre décor. Je sais pas où il est. Je pense qu'il est. Il n'a pas été sorti. Il n'a pas été sorti. Il a sorti ensuite les samouraïs. L'année dernière, il a sorti les pirates, hyper intéressant. Et donc les chevaliers qui arrivent.
Et c'est vraiment très très cool. C'est une grosse reco que je vous fais. Moi, je les ai bien mangés. Alors, il faut être honnête. C'est pas autant de la vulgarisation que dans ces vidéos. C'est-à-dire que, par exemple, le bouquin sur les samouraïs... C'est ultra documenté. C'est très documenté, parfois un petit peu costaud, parce qu'il y a certains articles qui sont écrits par des universitaires qui ne sont pas les plus pédagogues. Donc, il faut s'accrocher, faut aller manger de l'info, surtout que ça va... Souvent, ces bouquins-là, ils vont casser toute notre pop culture. Ouais. Car quand je lis celui sur les pirates, non, le pirate n'est pas Jack Sparrow. Non. Clairement, les pirates, c'est pas du tout... Ça, c'est dans notre imaginaire. Ah oui, c'est dans notre imaginaire. Donc on va redécouvrir, voilà, le but aussi de ces bouquins-là, et je pense que celui sur les chevaliers, on va en apprendre pas mal également. Ça casse beaucoup, mais c'est hyper intéressant. Tous ces personnages qui font aujourd'hui les costumes de nos enfants, hein, les pirates, les vikings, les chevaliers, et ben c'est super cool. Donc regardez, Nota Bene, il en parle pas mal sur ses réseaux de son crowdfunding pour les chevaliers. Moi, je vous recommande, et je vous recommande les bouquins qui sont déjà sortis. Et en plus, ils sont hyper beaux, donc ça fait top. Moi, j'adore les objets physiques. Comme j'ai vendu tous mes jeux vidéo, je suis dans les bouquins maintenant. C'est pas plus mal, hein, c'est cool aussi. T'es amateur d'histoire aussi ou pas un petit peu? Forcément un petit peu, bon, mais est-ce que cette histoire-là, elle t'intéresse? Alors oui, par exemple, les pirates, ça m'intéresserait, je pense. Parce que les pirates, j'ai toujours été fasciné par cet univers-là. Les vikings, un peu moins. Mais c'est vrai qu'il y a certains... Puis là, en plus, avec Assassin's Creed qui ressort, là. Ah, le Black Flag, le Black Flag, je vais péter un câble quand il va sortir. Exactement, exactement. J'irais plus vers les pirates, je pense, si jamais. Ouais, donc quand même amateur de ce genre. Ouais, ça peut m'arriver. Ouais. Je suis pas spécialiste, je suis pas à fond dedans, mais ça me fait du bien de. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour kiffer, tu vois. Exactement. Mais ça, moi, je l'ai lu en même temps que je faisais pour la première fois Uncharted 4, qui est vraiment pour le coup dans la piraterie. Ah oui, et puis qui parle du coup, voilà. Et bah, c'était hyper cool de voir sur quoi ils se sont basés, etc. Parce qu'il y a toujours. Ils vont toujours chercher les infos quand ils font les jeux, les mecs. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Donc, et j'ai appris plein de trucs sur les pirates. Et en effet, surtout les a priori qu'on a. Mais sur les samouraïs, c'était assez fou aussi. Hein. L'image qu'on a du samouraï avec son sabre et tout. Non, le mec, c'est un fermier, les gars. Qui souvent ne se battait plus depuis une centaine d'années. Quand on voit l'explication de la hiérarchie des samouraïs, au final, tu te rends compte que le samouraï qu'on imagine, c'est un mec qui est dans un coin... dans son petit château, qui est au service du truc, mais il est tout seul, tu vois, il n'y a pas... non, mais en fait, ça faisait... Il y a eu quelques moments où c'était vraiment... Ils se battaient. Un peu plus chaud, dans l'histoire, après la réunification du Japon, les mecs, ils ont arrêté de se battre, ils avaient ce titre de samouraï, mais c'est tout, quoi. C'était un titre top terminé, c'était pas du tout des guerriers plus que ça, c'était plutôt des fermiers. Voilà. L'imaginaire est ça casse toute l'image. Un petit peu, mais bon, ça va. On s'en remettra. Exactement. Mais c'est cool de savoir que, parce que nous, la pop culture, elle est nourrie de ces histoires-là, donc c'est hyper intéressant d'aller mélanger tout et de s'intéresser à tout ça. Trop cool. De se rendre compte qu'au final, calmez-vous. Mais ça n'empêche pas. Et d'ailleurs, à la fin de chaque bouquin, justement, ils font le parallèle avec la pop culture. Et de dire comment ça l'a inspiré, pourquoi, etc. Et c'est cool. On se dit, c'est normal qu'on ait ça. Et souvent, d'ailleurs, les premiers traits caricaturaux, ils sont pas si récents que ça. Hein. C'est les écrivains du début du XXe siècle qui ont commencé à un peu écrire, genre sur les pirates, ils ont commencé un peu à romancer les trucs, les grandes aventures et tout. Ça date pas des réalisateurs des films récents. Les films, eux, ils ont donné une image, ils ont donné l'esthétique, par exemple, pour le pirate, le bandeau, la jambe de bois, tout ça, mais tout le côté un peu barbare, méchant, abordage et tout, qui n'est pas forcément la réalité non plus. Hein. Les mecs, ils ont abordé peut-être 2 fois dans leur vie et basta. La plupart du temps, c'était des combats à distance. Il fallait pas trop en faire. Fallait pas trop s'approcher. Non, fallait pas trop s'approcher. Exactement. Ça me semble assez logique au final. C'est qu'un bateau, ça coûtait très cher. Il fallait pas les détruire comme ça. Il tombait pas des bateaux, il les réparait pas en 2-2. Non, c'est bizarre ça. Pourtant, dans Assassin's Creed, ils avaient pas les bras qui s'allongent non plus. C'est pas la même chose. Un peu déçu du coup. Donc voilà. Mais en tout cas, je recommande ces bouquins et impatient de voir celui sur les chevaliers. De toute façon, Nota Bene, je pense que c'est toujours de la bonne recommandation. Ça bosse, en tout cas, ça bosse. C'est bien documenté. On est d'accord. Merci pour ta chronique, mon cher Karema. Et on va passer tout de suite à la petite partie interview. On va se concentrer sur ton travail. Ouais, avec plaisir. Bon, déjà, est-ce que tu vis totalement de ton activité? Déjà, non. Voilà, pas du tout. Ça, c'est toujours intéressant de le dire aussi. Tu vois. C'est intéressant de le savoir parce que tous les jeunes qui veulent se lancer, ils croient que ça
dès que tu as 100 000 abonnés quelque part, ils se disent c'est bon, 100 000 abonnés, tu vis de ça. Pas du tout. Moi, j'ai un métier à côté depuis presque 10 ans. Bon, c'est un métier qui colle parfaitement à la création de contenu. Je suis social media manager en agence de com. Donc forcément, ça va de pair. Je suis de l'autre côté. En gros, je gère des influenceurs en étant créateur de contenu moi-même. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir les deux côtés. Et non, je vis pas de ça du tout. Là, depuis 1 an et demi, ça commence à s'approcher de potentiellement, je peux quitter un emploi pour me mettre à 35 heures dessus. Parce que c'est un truc aussi que j'ai jamais testé. La création de contenu, moi, je le fais le soir après le boulot. Je poste une vidéo tous les jours, toute l'année. Donc, tous les soirs après le boulot, je passe 1 heure sur la création de contenu. Et si je me mets 35 heures par semaine dessus, ça va aussi faire exploser la chose. Ouais. Donc, c'est un truc que je n'ai pas testé, mais par sécurité, je ne le teste pas encore. Bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose, de ce que j'entends, ça trotte quand même dans la tête. Ça me trotte de plus en plus dans la tête. Et puis, il y a une personne qui s'appelle Marcus. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est un peu connu dans le monde du jeu vidéo. Bon, après... Il fait level 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Ouais. et cette personne qui est devenue un bon pote, parce qu'on se croise souvent, avec qui j'ai déjà collaboré, il m'a dit, lui aussi, il croyait que j'en vivais. Et en décembre dernier, au TGS, il m'a dit, mais du coup, tu n'as pas l'objectif d'en vivre et tout. Je fais, si je peux un jour, évidemment, faire de ta passion ton métier. Alors, je renie pas le métier que j'ai actuellement, c'est aussi une passion, c'est la même chose. Mais il m'a dit, tu auras un déclic. À un moment, dans ta tête, ça va vriller. Il m'a dit, et quand ça vrille, il faut y aller. Ouais, c'est le moment. C'est ces mots, hein, exact. Et j'ai dit, écoute... dès que tu commences à devenir fou, c'est OK. T'as le truc. Exactement, ouais. Et je me suis dit, si un jour ça vrille, je le remercierai. Mais je pense qu'un jour, je m'y mettrai. Oui, déjà, quand tu t'y approches comme ça, forcément, l'idée déjà travaille plus, j'imagine. C'est ça, ouais. Puis j'ai envie d'avoir du temps pour faire des choses plus construites, plus poussées. J'ai envie de refaire des formats longs, parce que là, je suis que sur du format court. Ouais. Et refaire du format long sur YouTube où je vais détailler vraiment une gamme de jouets, des anecdotes sur des séries, sur des dessins animés de l'époque. J'aimerais faire ça. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Et c'est un cercle vicieux, quoi. Ça me bloque, mais j'aime bien aussi être dans cette sécurité. C'est complètement con, ce que je dis, mais c'est un peu bizarre de penser l'inverse de ce que tu veux vraiment, tu vois. En fait, tu voudrais faire ça, mais en même temps, tu sais que tu as ta sécurité financière. C'est ça, ouais. Et que demain, tu sais pas comment YouTube peut tourner, tu sais pas, tu sais pas si ça va suivre sur les formats longs, tu vois aussi. Et même sur les réseaux, c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des mois où je peux gagner plus d'un salaire. Il y a des mois où je peux gagner un demi-salaire. Donc c'est compliqué de se tenir. Les algorithmes, ils changent tout le temps. Pendant 3 mois, ils vont te mettre au sommet et le mois d'après, pour n'importe quel... Il n'y aura pas de raison. Oui. Ils vont te ban totalement pendant X mois et tu ne sais pas pourquoi. Et toi, tu fais encore plus de qualité et tu ne sais pas pourquoi tu es ban. Ouais, donc même toi qui, quand même, ton métier alimentaire, on va dire, même si ça reste une passion, comme tu dis, tu es quand même dedans, cet algorithme. Donc tu bosses tous les jours avec l'algorithme. Ah, oui. Tu reconnais qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas pourquoi des fois on est dégagé, quoi. Mais vraiment pas. Je cherche encore des explications. D'accord, ouais. Sur Facebook, c'est un réseau qui marche très bien pour moi parce que la cible, elle est de mon âge, donc plus âgée que sur d'autres réseaux. Et d'un coup, le format Reels, il s'est mis à faire moitié moins de vues. Je suis passé de 17 millions de vues par mois à maintenant 5 ou 6 millions. Ah ouais, c'est 3 formats. C'est déjà bien, mais ça a chuté de malade en 2 mois, quoi. Je sais que ça remontera. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils font vivre certains formats méta, ils font vivre les Reels. Quand les Reels ils ont bien vécu et que tout le monde en fait, ils font vivre les carousels et puis après ils vont revenir aux Reels. C'est ça, là il me semble que c'est repassé au carrousel. Ouais, c'est exactement ce qui se passe là. C'est ce que j'avais lu quelque part. C'est exactement ça, c'est la vérité. Et du coup, ça montre quand même que dans ces métiers, et avant de se lancer, il y a une vraie dépendance aux algos, mais aux plateformes de manière générale. C'est-à-dire que en fait, ton employeur, ça devient la plateforme, même si tu es indépendant, qui joue avec toi d'une certaine manière. Si demain il décide de changer un truc complet, tu peux te retrouver sans revenu. Et ça, c'est quand même difficile et ça peut être un doute quand on veut se lancer, quoi. C'est ça, c'est ce que je pense aussi, c'est que moi, à une époque, je me foutais beaucoup la pression pour les chiffres. Pas au détriment de la qualité quand même, parce que j'aime bien faire de la qualité, mais derrière, j'avais tout le temps les chiffres en tête. Et je me dis qu'avec la sécurité du métier que j'ai à côté, les chiffres, je peux m'en foutre un peu. Ouais. Et ça, c'est super important,
Parce que si tu te détaches des chiffres, ta santé mentale, elle va bien aussi. Parce qu'il y en a, ils sont. Je parlais à certains créateurs qui ont des millions d'abonnés sur YouTube et tout, et ils me disaient, moi, à une période, j'ai été limite en dépression parce que je me fiais qu'à l'algorithme. Et parce que je vivais que pour l'algorithme. Et moi, je veux pas tomber là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est une charge mentale de malade. Charge mentale de malade. Tu peux pas prendre de vacances. Enfin, tu prends une semaine de vacances, tu disparais des réseaux, c'est pas possible. Ouais, c'est exactement pour ça que depuis 2 ans, je ne prends, même quand je pars en vacances et je peux partir au Portugal 3 semaines, j'ai tous mes contenus de prêt pour 3 semaines. Je poste tous les jours. Tu te barres 2 jours, c'est fini. Bah oui, c'est ça. C'est à partir du moment où tu en as fait, ils t'en demandent encore plus tout le temps. Ouais, donc c'est un peu le cercle vicieux au final. C'est vraiment. Et du coup, avant de partir en vacances, tu es obligé de donner 2 fois plus de travail pour envoyer du contenu. Les jours d'avant, je charbonne pour avoir. Parce qu'en fait, moi, je me filme facecam donc, dans mon décor, donc il faut que je prépare chez moi avant de partir. Oui, tu peux pas le faire depuis. Je peux pas le faire de partout, quoi. Mais t'as pas peur Pourquoi pas une petite vidéo comme ça sur la plage du Portugal. Après j'en ai fait. J'en ai fait. L'année dernière, je me suis dit, allez, c'est bon, là, je peux me détacher un peu de ça. Et elles ont très bien fonctionné, les vidéos. Hein. Il y avait des beaux paysages derrière. On me reconnaît. De toute façon, le décor, c'est un plus. Mais moi, les gens me reconnaissent avec mes lunettes, ma barbe, ma casquette, quoi. Oui, le décor, il est là pour te rassurer au final. Ouais. Je pense à cette habitude. Tu sais que ça a marché et tu te dis, bon, là, je suis safe, en fait. Ouais, et puis même, j'ai mes petites habitudes dans la pièce où je tourne. Et j'ai mes petits angles de caméra. Je sais que, voilà, les éclairages, tout ça, tu vois. Ouais, bien sûr, moi, je voulais poser la question. Tu n'as pas peur, étant donné que tu es sur une thématique de la nostalgie des années 90-2000, de bout d'un moment d'avoir épuisé le stock, quoi? Eh ben, c'est ce qu'on me dit tout le temps, mais surtout parce que je poste tous les jours. Mais moi, je réponds qu'en gros, déjà, moi, j'ai pas tout traité. Ça fait 2 ans que je suis dessus et je suis loin d'avoir tout traité. Hein. Il y a des choses que je remets, par exemple des génériques de télé, de séries télé, de dessins animés, etc. Mais en fait, c'est pas plus mal parce que ma communauté, elle évolue. Je gagne des abonnés tous les jours. Et les abonnés qui n'étaient pas là il y a 6 mois et qui me découvrent 6 mois après, eux, ils n'ont pas vu le générique que j'ai posté il y a 6 mois. Donc 6 mois plus tard, je le remets et ça fait toujours kiffer. Ouais, tu le réintègres à un global différent, quoi. Ouais, exactement. Moi, je fais évoluer tout le temps ma DA parce que je suis quelqu'un je me fais chier très vite. Il y a plein de changements, quoi. Ouais, j'en ai très conscience de ça il faut que ça change vite. Donc le décor derrière, là, on a refait un truc parce que dans la nostalgie des années 90, les gens maintenant, ils se font pas chier, ils vont pas faire du facecam, ils font un décor en IA là, et ils se mettent une télé et ils mettent la truc dedans. Nous, ce qu'on a fait avec ma compagne qui m'aide beaucoup sur tous les projets et qui est ma graphiste attitrée pour toute ma DA, on est allé dans mon décor, on a démonté une table de chevet à la chambre, on a pris la table de chevet, on a mis un magnétoscope, une vraie télé, on a tout agencé, on a fait 4 décors différents. Et c'est mes vrais décors avec mes vrais jouets. Il y a par exemple cette figurine dedans. Et même si c'est une image où j'incruste quelque chose dans la télé, c'est à toi. C'est à moi, c'est mon décor. Personne ne l'aura, c'est pas de l'IA, personne ne peut le reproduire. Et derrière, même sur la télé, j'essaye de mettre des filtres télé cathodiques. Parce qu'il y en a, ils mettent des filtres VHS, mais en fait, c'est la télé cathodique qu'il faut mettre. Bah oui. Tu vois, il y a plein de petits trucs, des petits détails. J'essaye de toucher au réel au plus possible, quoi. D'accord. Incroyable. J'essaye de faire évoluer comme ça. Non, mais c'est top. T'as un élément comme ça de nostalgie des années 90, un petit truc que tu aimerais éventuellement devenir amnésique et redécouvrir. Il y a quelque chose comme ça, une petite Madeleine de Proust? Ouais. Bon, après, il y en a tellement, mais je pense. Si tu devais en choisir un. Un, c'est difficile, mais il y en a 2. Allez, revoir The Mask. Okay. Revoir The Mask pour la première fois et découvrir Jim Carrey et pas savoir que ça va devenir mon acteur comique favori de tous les temps. Et revoir le Jumanji. Le Jumanji, le revoir. La surprise du Jumanji, c'était incroyable. C'est vraiment. Un film exceptionnel. Tu n'as pas vu le Jumanji? Quelle honte. C'est une vraie honte. Et c'est notre génération en plus. On en parlait hier et parce qu'il parlait du Jumanji que tu avais sur ton stand. Et je disais, mais moi j'ai été trop bas par Jumanji parce que mon premier contact avec Jumanji, c'est le dessin animé. Et je détestais le dessin. Ouais. Et du coup, ça m'a quand j'ai entendu qu'il y avait un film, dans ma tête, j'ai fait un lien et j'ai pas voulu le voir. Et maintenant, j'ai bien plus envie de le voir. Ça a rien à voir, le dessin animé. Il a absolument rien à voir. T'es gamin, tu dis c'est la même chose, ça va être ces gamins horribles là avec des dents cheloues. Je veux pas voir ça. Dis-toi qu'en fait, le dessin animé, il est sorti après le film. Oui, il est sorti après. Et ok, les dessins étaient moches, mais je le trouve complémentaire avec le film. C'est-à-dire que dans le film, le gars revient, tu le vois dans la vie réelle et tout.
Sauf que là, ils repartent tous les 3 dans la jungle. Ils sont dedans. Et donc, tu vois l'envers du décor, tu vois le jeu quoi, à l'intérieur. Ouais, t'es dans le jeu là. T'es dans la savane, tu combats. Alors que dans le film, c'est le jeu qui. C'est le jeu qui sort. C'est le jeu qui sort dans la vie réelle. Quoi. D'accord. J'irai voir ça, les gars. Et je vivrai l'instant de découverte. Ouais, c'est ça. Tu nous diras. Tu nous diras. Bah écoute, merci pour ce petit moment d'interview. Il n'y a pas de souci. Et on va passer directement à un petit jeu. Un petit jeu. Un petit jeu et je vais dire Nani. Nani, c'est pas mal. Ah. C'est Rob de Freitas, donc qu'on peut retrouver sur les réseaux, qui nous prépare ça avec son esprit malade. Et donc là, de ce que j'ai compris, s'il est resté sur la même DA pour tout, c'est des héros, des personnages en tout cas, qui vont s'envoyer des SMS et il faut deviner c'est qui envoie le SMS. Voilà. T'as pas vu mon masque? Non, pourquoi? Je l'ai perdu, je crois. Je pensais l'avoir laissé chez toi. Non. Par contre, t'as oublié ton édulcorant. Oh là là, édulcorant coloré. Ah mince, je passe lundi sur le trajet du retour. T'es parti en week-end? Yep, je suis en vadrouille en camping-car. Tu l'as? Alors là. Alors le masque, j'ai pensé tout de suite à The Mask. Mais... Bah, au début, oui. Moi, j'ai. Il y a l'histoire du camping-car. J'ai perdu mon masque super-héros. Je pensais à Deadpool, mais parce que j'ai une vision de. Mais c'est pas un camping-car, c'est un truc à chimichangas, donc c'est pas pareil. Mais non. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans Breaking Bad avec le camping-car, l'édulcorant? Après, ça correspondrait. Et le masque. Pourquoi le masque? Pourquoi le masque? Bah, je sais pas, quand ils font. Ils mettent pas des masques. Ah oui, le masque, t'as raison. Le masque, quand ils font la mette. Est-ce que c'est Breaking Bad? C'est Walter White. Ah, ça. Ok. Donc alors, super. suivant. Alors, 8746, c'est quoi? C'est le code pour le livreur Deliveroo. Sérieux, les gars, vous pouvez pas vous faire livrer directement? Nope, une fois sur deux, le mec se trompe de plaque. Merci, tu assures. Ok, mais c'est la dernière fois. Vous avez commandé quoi cette fois-ci? Une 3 fromages et une pepperoni. Oh bah ça, ça c'est sûr. Bon, on te laisse répondre. Je pense que. Alors, pizza Tortue Ninja. Je pense aussi. Et puis ils peuvent se planter, on est d'accord. Avec la plaque d'égout, ça doit pas être facile. Ouais, c'est vrai. Bon, de toute façon, pizza, c'est direct Tortue Ninja. Clairement. Il ne peut pas y avoir autre chose. Pepperoni en plus, ouais. Et en plus, c'est vrai. Carrément. Salut, c'est toi qui es passé à l'appart ce matin. Affirmatif. Ok, je t'ai pas entendu entrer. Bah oui, c'est normal. Discret de ouf, comme d'hab, j'avoue. Et du coup, c'est quoi le gros carton dans le salon? Ah bah c'est Snake, non, MGS. MGS, ouais. Metal Gear il s'est planqué dans le carton. Metal Gear Solid. Ah bah si, ça peut que être ça. Ouais, Solid Snake, Metal Gear Solid. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle connaît pas les choses, c'est pour ça. On peut pas lui en vouloir. Ça, c'était quand même incroyable. C'est-à-dire que tout le jeu, il est hyper dans le réalisme et tout, et que t'as quand même ce truc du carton qui te met à côté d'un garde. C'est vrai que le gars il reçoit un colis, il a pas commandé quoi. Donc c'est compliqué quoi. Il l'a pas mais c'est pas son boulot, tu vois, il est pas livreur. Ouais, il est pas livreur, il est garde. J'ai fait le con. Qu'est-ce qui se passe? Ah vas-y, tu fais l'autre. Ouais, j'ai pété mon ordi et mon bureau. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, je crois que le café était trop fort. Sérieux, prends du déca, ça stresse moins. Désolé, mes doigts ont triplé de volume, c'est chaud pour écrire. Voilà, je l'ai aussi, je pense. Je pense que je l'ai aussi. Ah, pas du tout là. C'est assez, je pense. Hein. C'est Hulk. Ouais, j'aurais dit pareil. C'est Hulk. J'aurais dit Hulk. Elle est validée. Elle est validée. Hulk. Pourquoi le café? Il prend du café, Hulk? Bah, en fait, c'est les genre, t'es énervé, pour le stress, les doigts qui doublent, les doigts qui ont doublé de volume. J'ai pété mon ordi et mon bureau. Oui. Et mon bureau, c'est ça. Et mon bureau. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Dis-moi. Je me suis battu tout à l'heure. Sérieux? Ouais, contre un mec à moitié cané. C'était pas beau à voir. What the fuck? Et ça va? Ouais, mais tu devrais voir sa tronche. Je lui ai mis la tête au carré. Alors celui-là, je l'ai pas. Je dirais un truc de zombie, non? C'est pas un dialogue directement dans un film ou un truc comme ça. Celui-là, je dirais pas tout de suite. Un truc de zombie, non? Je sais pas. Là, ça pourrait être Minecraft. Minecraft, la tête au carré. Est-ce que c'est Minecraft? Oui, il y a des zombies en plus. C'est incroyable. Comment il s'appelle? Le petit pouce qui sort. On dirait le gars dans Mortal Kombat 3 quand tu fais un coup et qui fait ouhou. C'est trop ça. C'est plutôt pas mal ça, c'est cool ce jeu. C'est marrant, mais en fait à chaque fois il nous fait quelque chose de différent. En fait, au tout début c'était des images, des genres de rébus un petit peu. Les tickets de caisse des personnages.
C'est ça. Ouais. Ah ouais, énorme. C'est ça. Genre, ils vont au supermarché du coin. En plus, il fait bien attention que sur le ticket de caisse, il y ait le nom genre de Segré, par exemple. Et il y a vraiment sa liste de courses. Et là, tu dois deviner ce que c'est. C'est très marrant. Ah, c'est incroyable. Et du coup, n'hésitez pas à suivre Rob de Freitas, bien sûr, sur les réseaux, qui a aussi participé à toute la DA de Bento Pop. Donc, un grand merci à lui. On va parler de jeux vidéo. Mais pas que, on va aussi parler des jouets, comme c'est un peu ton point. C'est quoi le jouet qui t'a le plus marqué là, dans tout ce qu'il y a? Alors le jouet, dans ceux que j'ai amené en tout cas, c'est la petite moto violette avec la souris là. C'est les Biker Mice from Mars, c'est les motards de l'espace. En gros, c'est 3 souris qui ont des motos, des casques et qui sont badass et qui vont lutter contre les Plutariens, je crois. C'est un gars qui s'appelle Limburger, c'est un gros gars... qui a une tête énorme et tout, et en fait sous la tête, en fait c'est un masque humain et derrière c'est un monstre de la planète Mars. D'accord. Et en gros ça m'a marqué à vie parce que ce jouet là c'est celui que j'avais. C'est vraiment ma souris préférée, c'est Modo il s'appelle. C'est le tien d'origine? Ouais, celui-là ouais. Ok. Ah, c'est celui que t'avais quand t'étais gamin. Il est vraiment moi celui-là. D'accord, donc c'est vraiment celui que t'avais quand t'étais gamin. Ouais, celui-là c'est exactement celui que j'avais. Il vient de chez mes parents. Vous avez encore des jouets de quand vous étiez gamin, vous? Moi j'ai tout gardé. Assez peu. Ah ça c'est bien. Ah mais oui, mais moi je suis un matérialiste un petit peu. Donc moi j'ai le Pokédex de Pokémon, j'ai retrouvé mon Tamagotchi Pikachu. Tu vois, toutes mes figurines Pokémon, mes Power Rangers, le Megazord. C'est terrible, franchement t'as bien fait. Quand je vois les rires aujourd'hui, je suis... Ouais, t'as bien fait. Il y a que les cartes Pokémon que j'ai pas gardées et que je regrette. Moi j'ai quelques Bionicle en boîte encore. Ah ouais. Donc c'est pas mal. Les premiers là, les tout premiers là. Premiers, une petite boîte comme ça là. Les boîtes rondes, ouais. Donc ça, je les ai retrouvés récemment, mais pas grand chose de plus en vrai. Donc j'ai racheté quelques trucs à droite, mais pas trop. J'ai été raisonnable. Ah bah si, dès que je peux, genre. D'accord, ouais. Donc bon bah toi pas trop, t'as pas trop gardé les jouets. Ouais. Après moi j'ai pas eu beaucoup de figurines comme ça. Moi c'était très Playmobil au début. Ouais. Donc là pour le coup j'ai plein de Playmobil, mais maintenant c'est mon fils qui joue avec. Il y a moins l'aspect collection, c'est des gros bacs avec des cow-boys, des chevaliers, des machins. Et puis après je suis passé du coup pas mal Lego. Et j'ai pas eu trop la période figurine. D'accord, ouais. Donc les G.I. Joe, les trucs comme ça, pas trop. J'en ai d'ailleurs. J'ai encore les miens aussi. Très peu. Les G.I. Joe et Tortue Ninja que j'avais pas quand on était petit, j'étais dégoûté là. On essaie d'en retrouver sur le vide-grenier, mais bon, quand il y en a, j'en retrouve quelques-unes des fois. Là, je dois en avoir 1 ou 2 à la maison maintenant. Mais je rachète du coup sur vide-grenier. Mais par contre, moins d'€1 quoi. Moi, ça passe au-dessus de l'euro, c'est mort. Tant pis, tu gardes ta figurine quoi. Alors moi j'avais beaucoup de figurines, mais c'était vraiment Dragon Ball Z. Ah ouais. J'avais masse de petites figurines. En plus à une époque c'était vraiment vendu au taquet. Les toutes petites à béton. C'est ça, les toutes petites. Elles sont sur mon stand. J'ai la boîte, j'ai une boîte sous blister. C'est ça, ouais. On avait une grosse boîte où ils étaient tous là quoi. Ouais, en gros t'avais 2 façons de les avoir. T'allais au tabac ou au marchand de journaux et tu les prenais à l'unité. T'en avais dans les gâchapon aussi en sortant des caisses. Ça, j'en ai quelques-uns. T'en avais dans des blisters, ça s'appelait les super guerriers. T'en avais 6. Donc c'était vendu par 6 et le blister il était soit vert, soit bleu, violet. C'est ça. Et t'avais 6 petites figurines. Les figurines étaient super moches, mais c'est nos premières figurines qui nous ont fait connaître Dragon Ball. Enfin, on a connu via le club Dorothée et les premiers jouets Dragon Ball qu'on a eu c'était ça. C'est exactement ça. C'est exactement celle-là que j'avais. C'est trop bien. Enfin moi je les adore. Elles sont dégueulasses mais je les adore. Ah ouais, elles sont affreuses. Elles sont affreuses. T'as un œil là, des fois tu sais pas trop. Ils ont fait des tests en fait. C'est un peu fondu au truc. Mais c'était pas mal. Déjà dans les animes et les mangas. Ah depuis que je suis vraiment tout petit. Et on est beaucoup à l'avoir fait ça, la première collection Hachette Dragon Ball GT là, avec les figurines. Yes. Celle-là, on en revoit encore pas mal. Parce qu'à l'époque, les collections Hachette, Atlas et tout, moi je me souviens, j'étais passionné par ça. Ouais. J'en ai commencé plein. Moi la seule que j'ai faite, c'était un truc qui s'appelait Robin des Bois et les Châteaux Forts. Et en gros, tu avais des livres où ça t'apprenait l'histoire, Robin des Bois, médiéval, tout ça. Derrière, tu pouvais apprendre à faire des arcs, tailler des flèches et tout. Et par contre, tu montais un château entier avec tous les personnages et les catapultes. Et celle-là, je l'avais faite. Mes parents, ils m'avaient acheté tous les fascicules. Ah ouais, de A à Z. Je vais la montrer en vidéo parce que je l'ai aussi chez moi, évidemment. Ah, bien sûr. Il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que ces trucs-là, Hachette, etc., Atlas, je pense qu'on a tous eu à un moment ou à un autre ça. Mais il y a qui l'a vraiment fini une seule fois? Toi, une fois du coup. De quoi? Ah ouais. Les figurines Seigneur des Anneaux, il n'y a pas longtemps en plus. Celle qui était à peindre? Ouais, celle qui a à peindre, là, édition Atlas.
J'ai enfin fini, j'ai tous les fascicules. Ah, ça c'est bon. Mais il y a quoi? Il y a peut-être 6 mois, toi même pas. Mais des fois c'est une dinguerie parce que c'était fou. moi j'ai commencé pas mal sur les comics parce que c'était une manière de les avoir beaucoup moins chers. Ouais. Et alors il y a eu plusieurs collections Marvel, etc. Mais ils t'annoncent 80 numéros, t'arrives au 80, ils disent les gars on vient de doubler. Donc moi j'ai une collection où je suis monté à 180, j'ai arrêté. Ah ouais. Mais 180 comics, de toute façon t'as vu chez moi le nombre de comics, Ouais, c'est aberrant. Mais c'est ça, ces collections-là, ça t'arpate au début. T'as le premier numéro, 3 francs à l'époque. Ouais, c'était rien. C'est la collection dinosaures. Oui. Il y avait une collection des livres dinosaures avec les lunettes 3D là. Ouais. Et tu construisais un T-Rex, le squelette du T-Rex, et il brillait dans le noir. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais eu que la tête parce que c'était trop cher. C'était passé de 3 francs à 20 balles, puis 50. Mes parents, ils m'ont dit, ouais, bon, t'auras que la tête, elle est bien la tête. Je fais, ouais, c'est bien. C'est pas mal. Si, après, moi, j'en ai plusieurs comme ça. J'ai un R2D2 des éditions. Mais t'as été le monter Atlas. Non, je l'ai acheté tout fait, lui, par contre. J'ai triché, mais je l'ai acheté tout fait. C'est Altaïa, ça. C'est Altaïa, t'as raison. C'est un demi en taille. Ouais, c'est un demi. Il y a l'Altaïa, il y a l'échiquier Seigneur des Anneaux aussi, qui est sorti dans les années 2000. Lui, je l'ai eu jusqu'au bout. Alors, les petits malins, moi là, j'étais inscrit pour le coup. Et à la fin, toi, je leur dis, stop, je m'arrête. Et eux, ils disent, non, mais on refait des pièces. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Ils m'en ont livré une dizaine, sans déconner. Une dizaine, et après, ils m'ont dit, vous avez pas payé? Je dis, les gars, moi, je vous ai envoyé un courrier recommandé. C'était galère de se désabonner. Et non, ils te disaient, non, vous payez, on va vous envoyer un livre. Beaucoup plus simple de se désabonner aujourd'hui avec toutes les nouvelles lois, du coup. Oui, bien sûr. C'est ça. Hop, tac, mais à l'époque, se désabonner, c'était un ils te bourbier. mettent la pression. Et ça, et l'échiquier Dragon Ball Z. Dragon Ball, que j'ai entier. Il est connu aussi, très sympa. Et c'est édition Atlas, ça, sûr. Moi, quand j'étais gosse, j'avoue, mes parents, ils me prenaient ça parce qu'ils savaient que ça allait me faire plaisir. Et dès qu'ils ont capté que ça allait très loin, ils me disaient, ils ont arrêté la collection. Pas bête. Franchement, ça c'est. Et je te jure qu'ils me l'ont fait genre au moins 5-6 fois le coup. Non, mais ça c'est cool. Moi, j'étais en mode, très d'accord, mais du intelligent, coup, je vais la noter celle-là. On est beaucoup à voir le numéro 1 de plein de trucs. C'est pareil quand on va acheter un manga ou un truc comme ça. On achète le tome 1 et on a beaucoup de tomes 1 dans notre. Tu sais, le double tome, tu sais, t'en as 1, 2 et bon, voilà. T'en as 2 quoi dans ta. Et pourtant, on aime bien. Ouais, mais juste pour les jouets marquants, alors après, je sais, moi je suis vraiment rentré à fond dedans, mais quand Beyblade est arrivé, je suis vraiment tombé dedans et mes potes aussi, et on a été très Beyblade, la première génération. Après, je trouve que ça s'est vraiment perdu. Il y avait plus ce côté où on craftait les toupies parce qu'il y avait 3 éléments et on se pouvait se les échanger, etc. Ça, c'était incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré Beyblade parce que ça mélangeait les mécaniques POG, trucs de cours de récré, avec ce côté crafting des pièces et tout ça. Très cool. Puis on était tous avec nos Beyblade là dans la cour d'école. En fait, on était, pour le coup, par rapport à d'autres dessins animés qu'on regardait, on était assez proches, tu vois. On avait ce côté, waouh, on lance nos trucs, nos toupies. Et tout, mais comme le dragon, t'avais les sensations. Moi, je le faisais à chaque fois, s'éclater au sol. Puis après, au bout de 6 mois, il y a des fausses toupies chinoises qui sont arrivées sur le marché. Elles avaient des anneaux en métal comme as et c'était fini, quoi. C'est exactement ça. À l'époque, pareil, tu sais, t'avais des guinées énormes. Les caps DBZ à l'époque, qui étaient trop beaux. Et à côté, tu as des reproductions taïwanaises que j'ai. J'ai un blister, ils sont même pas encore décrochés du blister. Je les trouvais très moches. Derrière, c'était blanc, tu n'avais pas de marque. Mais en fait, ils sont beaux. Il faut pas déconner, c'est très beau quand tu les regardes avec un œil adulte. Mais par contre, la qualité elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, c'est ça. Et on peut pas tout avoir. Ah non, c'est ça. Malheureusement, on peut jamais tout avoir. Jamais. En plus, les POG, il y en avait vraiment une variété de dingue. T'avais plein de collections. Mais ça se vend encore aujourd'hui, les POG ils ont réédité. Ils ont recommencé. Ils ont réédité les POG officiels, c'était en 2021. Et c'est ressorti, donc ils ont ressorti série 1, 2, 3, 4 de l'époque, identique, vraiment. Et ils ont réédité des caps pour Dragon Ball Super cette fois-ci. D'accord. Bon, ça m'a parlé un peu moins parce que déjà Dragon Ball Super, et après ils n'étaient pas très beaux. Non, à part celle-ci, ils n'ont pas été plus loin. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup. Il y avait l'époque officielle, il y avait les Batman, il y avait les Indiana Jones qu'on avait dans les BN ou dans les chips 3D. Moi, j'avais les Pokémon les dans Spider-Man. Ouais, les Spider-Man. Pokémon dans les séries. Les Pokémon, je sais quoi. Les Pokémon, ils étaient holo, pas toutes. Pas toutes? Ah non, pas toutes. Non, t'en avais qui étaient holo, mais pas toutes. Moi, j'achetais on a acheté vraiment de la bouffe pour le POG. Pour le POG, pour le truc. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on était petit, on avait des cadeaux tout le temps. Ouais, on avait des cadeaux dans les Kellogg's, on avait des cadeaux dans les chips, dans les BN.
Et dans les BN, tu avais l'époque de The Mask volant, tu avais l'époque Sonic Fluo volant. Ouais, c'est vrai. Oui, c'était incroyable. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ils ont dû interdire ça, non, je pense, à mon avis. En fait, les jouets, oui. Ouais, en fait, ils ont interdit. On en parlait, j'ai fait une collab avec Joe Urbex là, récemment, là, dans cette thématique-là. Et on en parlait, il n'y a plus de jouets parce qu'il y a un gamin qui s'était étouffé avec à l'époque. Et parce qu'il y a eu aussi des trucs genre. Ils ont mis des jouets aux États-Unis dans les Kicks avec la mascotte du requin. Une bague, mais il y avait une matière ultra dangereuse dans ce jouet-là, dans cette bague. Et du coup, mais c'était radioactif et tout. Enfin, c'était vraiment dangereux. Ah oui. Du coup, ils ont tout retiré. Ils ont pris des abattages et c'est terminé. D'accord. Ils ont remplacé ça par des CD là. Il y a eu la période il y a eu des jeux vidéo démos là. Les CD Monopoly, tout ça là. Ouais, j'en ai encore un de chez moi là à la maison. Desperados sur PC. Ouais, t'avais Adibou, t'avais Alone in the Dark, le 4. Ah oui. La démo, mais il y avait plein de petits. Moi, j'avais eu plein de petits jeux. Les Pousse Marine Malice, Spy Fox, trucs c'est ça. Yes, exactement. Vous vous souvenez de cette gamme-là je sais. Et bah, ça, c'était des petits jeux que t'avais là, juste le début du jeu, puis après, il fallait payer pour la suite. Incroyable. Ouais, vraiment incroyable. En vrai, quand même, tout ce que la nouvelle génération. Mais c'était mieux avant. Le diabète. Je l'ai dit, il fallait que je le dise. On va pas dire qu'on était un peu la génération élue, mais bon. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour ce petit moment. Et on va passer sur une seconde partie d'interview. Plus centré sur toi. Déjà, c'est quoi tes passions en dehors, bien sûr, de ça qui prend beaucoup de place, des jouets, etc. Ouais, mais en dehors de mon enfance et des souvenirs que j'en ai, c'est la danse hip-hop. Sérieux ? On ne dirait pas comme ça, mais avant, je faisais moins de kilos, il y a quelques temps, mais je suis en travail pour les perdre. D'accord. Et non, en fait, j'ai commencé à faire de la danse hip-hop. On m'a connu sur YouTube parce que je faisais des vidéos de danse. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours été fan de Michael Jackson. J'ai toujours voulu faire le moonwalk, j'ai toujours voulu faire des moves un peu comme il faisait. Et un jour, j'ai vu un film qui s'appelle Street Dancer à l'époque. Premier film de hip-hop, de danse qui était au cinéma. C'était dingue, il était incroyable et la bande-son terrible avec le groupe des B2K à l'époque, je crois. Ouais, c'est ça. Et franchement, il m'a tellement marqué que je me suis inscrit dans une école de danse à côté de chez moi. Et après, je me suis entraîné tout seul pendant des années et j'ai fait des vidéos. Ça a commencé comme ça, YouTube, ça a commencé comme ça, les réseaux. D'accord, tu as commencé les réseaux avec la danse. C'est exactement ça, ouais. C'est une autre de mes passions. Est-ce qu'un jour, Danse avec les stars, maintenant qu'on invite des créateurs, peut-être pas. C'est jouable. Danse de salon, tout ça, j'y touche pas. Non. Tout seul, c'est très bien. Ouais, tout seul, ça te convient bien. Je serais mauvais. Tu serais capable de refaire une vidéo de danse aujourd'hui ? J'en ai fait il y a même pas 3 jours là. D'accord, ah ouais. Donc, avec le film Michael là, qui est sorti, ça m'a donné envie de redanser. T'as lâché un moonwalk. Ouais, exactement. J'étais à Vichy là en déplacement et j'ai lâché un moonwalk à Vichy. Incroyable. Voilà, terminé. Voilà. Tu t'es dit, allez, bon, vas-y, je le fais vite fait, on n'en parle plus. Ouais, non, ça te démangeait. Ouais, déjà ça, et puis ça me sert. C'est les gens qui m'ont pas connu pour ça et qui me connaissent que pour les années 90, ils arrivent et ils me disent, ah, mais tu danses, mais tu fais ça. Je fais, en fait, j'ai des dizaines et des centaines de vidéos comme ça. Oui, mais c'est vrai que c'est pas pour ça qu'on te connaît le plus. Non, bien sûr. Donc, oui, puis on a autre chose dans la vie qu'une passion. On peut en avoir plusieurs. Mais exactement. C'est un petit peu la réflection que les élèves ont toujours avec leurs professeurs. Ah, mais vous sortez du collège, vous sortez de votre établissement. Vous jouez aux jeux vidéo. Ah, mais c'est vous n'êtes pas bloqué dans votre salle. Non, on sort, on a des activités. On rencontre des gens. Voilà, on rencontre des gens. Mais c'est la même chose pour les influenceurs au final. Bah oui, complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a une musique dans ta vie qui t'a marqué ? Ouais, il y en a tellement. Je suis très éclectique en termes de musique. Céline Dion. C'est Céline Dion. C'est pas Céline Dion. C'est non, pas du tout. C'est Michael Jackson. Bah oui, déjà c'est. Alors c'est même pas Thriller. Celle qui me marque le plus, c'est Scream avec sa sœur, avec Janet. Le clip était fou et le son, moi je me rappelle l'avoir entendu quand j'ai vu le concert à Munich en 97 à la télé. Mon père il avait enregistré sur Canal+, il m'a montré ça, j'étais comme un dingue. Et du coup il y a cette chanson que je l'ai en disque d'or. D'accord, oui. Il a 3000 exemplaires, il était sorti en disque d'or il y a quelques années, je l'ai chez moi. Je suis fanatique de cette musique. Après il y en a plein. Donc t'es un gros fan de Michael sur sa carrière quoi. Ouais, j'ai... Là, pour vous dire, je suis un peu débile, je me suis fait péter 2 bustes taille réelle de Michael.
Ah ouais. Il me regarde, moi quand je fais mes vidéos, il me regarde du coup. Ah, Et à Michael, il te juge. Ouais. Est-ce que tu as cette impression que du coup Michael valide ce que tu fais, tu vois? Ouais, mais franchement, en plus ils sont vraiment réalistes. J'ai vraiment l'impression qu'il va cligner de l'œil à tout moment. Et j'ai le même, j'ai fait péter aussi un buste de Terminator. Bon, il est balafré, donc là ça fait un peu moins réaliste. Mais franchement, tu lui mets les lunettes, t'as l'impression qu'il est là aussi. Ouais. Mais non, ouais, c'est Michael, c'est toute ma vie quoi. Musicalement, c'est. T'as grandi avec ça. Je rêvais de le rencontrer, j'ai jamais pu. C'est un gros regret que j'ai. Ouais, donc c'est vraiment le gros regret que t'as. Ah ouais, vraiment. D'accord, très bien. En termes de séries, c'est quoi ton genre de série? Peut-être t'es pas consommateur de séries aussi. Mais... Alors si les séries, alors j'ai pas forcément le temps, mais j'étais très Walking Dead. J'ai arrêté la dernière saison parce que j'ai lâché. Mais j'ai tenu quand même jusqu'à l'avant-dernière, donc c'est cool. Ouais, bah c'est déjà un exploit. Hein, ouais, parce que c'est très long. C'est extrêmement long, et puis il y a des saisons qui se valent pas avec d'autres. Sinon, il y a eu convaincu. Il y a eu Wayward Pines qui est très sous-coté, que personne connaît trop. Je vous la conseille, Wayward Pines. Alors il y a 2 saisons, regardez que la première, la deuxième elle sert à rien. C'est copier-coller de la une. D'accord. Mais non, sinon Stranger Things, ça m'a foutu une grosse claque. D'accord. Ça tu peux pas passer à côté. Là ils t'ont fait voyager. C'est toi qui fais voyager, là c'est eux qui t'ont fait voyager. C'était énorme. Une petite série des années 90 quand même, peut-être? Ah oui, après, si on parle de série, Notre Belle Famille, Madame est servie, Cosby Show, tout ce qu'on a connu, Dr. Queen même. Moi, j'étais fan de tout ce qui passait à la télé. J'étais un gros consommateur. Petite maison dans la prairie. Exactement. Mon père, il est Stargate, technicien IFI vidéo. Ce qui veut dire qu'on avait une télé dans chaque pièce de la maison à part aux chiottes. Donc j'en ai bouffé de la télé, hein. J'ai consommé. Et encore, il n'y avait pas aux chiottes parce qu'il n'y avait pas les branchements, quoi. Exactement. Sinon, il en aurait mis une. Puis alors là, ça aurait été le avant smartphone. Là, je pense même chose. C'est les prémices, ça aurait été vraiment la même chose. Ça m'aurait rien changé, quoi. C'est à quel moment que personnellement tu t'es dit je vais me mettre au contenu? Ça s'est fait avec fluidité. En gros, j'étais pas du tout sur les réseaux, mais je me souviens que mon père, quand on partait en vacances, il me filmait tout le temps avec la vieille caméra familiale. Ouais. Et un jour, ma mère, elle a commandé un truc sur la Redoute à l'époque. On est vieux, la Redoute. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais à l'époque, c'était par correspondance et t'avais le catalogue. C'est exactement. T'avais le catalogue, elle remplissait des petites données par produit et tout. Et donc, elle avait eu en cadeau une caméra minuscule qui faisait même pas de la HD. Et qui filmait en 360p, même 240 je crois. Les fameux cadeaux quoi. Et ouais, c'est les cadeaux à 2 francs, tu sais. Et moi j'ai commencé à me filmer comme ça pour voir, je venais de commencer la danse, donc je commençais à me filmer. Et je me suis dit, comme ça je vois mon évolution. Et un jour il y a YouTube qui est apparu en 2007. Et je me suis dit, je vais mettre les vidéos dessus, on va voir. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Sans prétention au final. À l'époque, il n'y avait pas de prétention. Hein. Il y avait personne surtout qui était monétisé. C'est ça, il n'y avait pas de... On ne faisait pas ça pour ça. Les moyens, ils étaient inexistants. Il n'y avait rien à l'époque. C'était totalement différent. Ouais, j'imagine. Et c'est quand qu'il y a eu le switch, justement, de te dire... en fait, non, ce que j'ai envie de présenter, c'est mon enfance. Ouais. Alors, je suis passé de la danse aux jeux vidéo un petit peu. Mais comme tout le monde le faisait, ça m'a un peu saoulé. Et après, je suis passé aux figurines pop à l'époque et j'en ai eu collectionné près de 400. Et j'en ai surtout fait en customisation à effigie de youtubeurs connus, de stars de la télé. Il y a eu Big Flo, Oli, Squeezie, McFly et Carlito qui les ont eu, qui les ont montrés. Donc ça m'a fait connaître. Et en 2021, j'en ai eu marre. Je voyais mes murs, ils étaient recouverts de pop. J'avais l'impression d'être dans un Micromania. Et c'était tout en boîte parce que moi, je gardais les boîtes et tout. Et j'en ai eu vraiment marre. Et je me suis dit, ça, j'en ai marre, je revends tout. Et j'ai cherché quelque chose. Alors, la transition, elle a été difficile parce que les gens, ils me connaissaient que pour ça. Donc, quand on te connaît que pour ça pendant des années, passer à autre chose et faire adhérer les gens, c'est compliqué. Ouais, surtout que tu n'avais pas forcément préparé ce switch pas du tout. Et en fait, quand j'ai vendu tout ça, j'ai découvert Vinted. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas que des vêtements sur Vinted, il y avait des jouets. Et j'en ai trouvé 1, 2, 3. Et puis je me suis dit, ça je l'avais aussi, ça je l'avais. Et ça, à mes 30 ans, j'ai tout rechopé, quoi. D'accord. Et c'est de là que c'est venu. Je me suis dit, ça me lassera jamais. Parce que quoi qu'il en soit, c'est mes souvenirs. Donc je peux pas être lassé par mes souvenirs. Ouais, bien sûr. Je kiffe ce que j'ai vécu. Donc, Est-ce que justement, tu n'as pas l'impression d'avoir un espèce de biais qui te dit c'était trop bien avant, mais en fait, si tu y retournais aujourd'hui, ce serait quand même hyper dur. Ne serait-ce que pour les téléphones portables, rien que ça. On le dit souvent. On dit souvent c'était mieux avant, etc.
Mais il y a des trucs qui étaient moins bien. Évidemment, le modem 56K qui te coupe le téléphone quand tu te connectes. Le forfait 20 heures chez Free ou chez Infony à l'époque. Tu bouffes 20 heures, tu as téléchargé un MP3, t'es pas content. Les cabines téléphoniques. Ouais, les cabines téléphoniques avec les cartes téléphoniques. Il y a plein de trucs qui étaient moins bien. Mais au final, c'était une autre époque. On vivait les choses différemment. Vu qu'on ne connaissait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, après, on le vivait très bien. Elles étaient belles, nos cartes téléphoniques. J'en ai quelques-unes. J'ai une carte avec Footix de la Coupe du Monde. Moi, j'ai une Seigneur des Anneaux, des 2 tours. Terrible. Incroyable. Bah écoute, pour cette partie interview, c'est déjà pas mal. Et on va retourner sur un tout petit débat. On va parler de Pokémon, vous connaissez un petit peu ? Non. Poké quoi ? Ça marchera jamais. Est-ce que Pokémon aujourd'hui, ça tient pas juste grâce à la nostalgie en fait ? Ça tient avec la spéculation. Ça dépend parce que t'as quand même pas mal de nouvelles générations qui s'y sont mis et qui c'est pas des nostalgiques, ils connaissaient pas avant. Donc les jeunes qui aujourd'hui j'ai aucune idée des chiffres en fait, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui il doit y avoir je sais pas peut-être 800 Pokémon, on en connaît toujours que 151. Hein. Moi je me suis arrêté à 251 aussi. Ah oui, nous aussi. Version cristal, j'ai arrêté là. Ouais, c'est ça. Maintenant il y en a plus de 1100 il paraît. 1100. Mais je crois que oui, c'est ça, ils sont arrivés à 1000. Ouais, plus de 1000. En tout cas, plus de 1000, c'est sûr. Ouais. Et pour la nouvelle génération, la 10e, je crois qu'ils en sont. C'est ça. Qui va sortir en jeu, là. Ça approche les 1200 ou... Ouais, je crois que c'est une dinguerie comme ça. C'est abusé. Je sais pas comment tu peux retenir déjà tous les Pokémon et retenir les attaques, les machins. C'est chaud quand il faut compléter le Pokédex, ça devient chaud, là. Bah ouais, c'est sûr que tu pars à la base. Le tien, il marche plus, le Pokédex, là. Si. Enfin, pas avec les 1000. Ah bah non, pas avec les 1000. Non, ma fille, quand elle me dit, tu peux me montrer Togepi ? Je dis, ah non, Togepi, c'est pas possible. Vas-y, celui-là. Moi, Pokémon, quand même, j'ai cette sensation que de temps en temps, on remet un petit Dracofeu sur le devant de la scène, paf, ça fait remonter la hype. Et de fou, de toute manière, tu vois bien quand méga évolue maintenant. Oui, c'est ça. C'est pire. Quand ils sortent Pokémon TCG Pocket là sur le téléphone, les premiers qui te mettent en avant, c'est qui ? C'est le starter première génération. Bien sûr, vaut mieux. C'est pour rappeler ceux qui ont l'argent. Bien sûr. Mais c'est logique. Ceux qui ont l'argent, c'est nous. C'est pas les gosses. Non, mais complètement. Donc moi, je suis assez d'accord que ça fonctionne sur 2 aspects, spéculation à fond avec les cartes, etc. Parce que sinon, je crois que, dans le milieu du TCG, c'est pas celui qui est le plus joué en compétition, etc. Loin de là. Et puis à côté de ça, oui, la nostalgie des gens. Et ça reste des jeux. En fait, il n'y a aucun concurrent Monster Catcher qui a vraiment réussi à prendre sa place. Il y en a qui auraient pu. Il y en a qui auraient pu, qui sont mieux, qui sont vraiment mieux. Digimon, Ouais. Digi quoi ouais, malheureusement. Ouais. Non, moi, je suis un gros fan. Même en jeu, Dragon Quest Monster est meilleur sur pas mal d'aspects que Pokémon, etc. Mais la licence est trop forte et voilà. C'est ça, ouais. Non, mais bien sûr. Mais Pokémon aujourd'hui, ça s'est imprégné dans le collectif en fait. C'est la culture populaire. Même à l'époque, je me rappelle, j'avais vu un épisode de South Park où ils s'appelaient ça les Chim Pokémon. Oui. Et c'était devenu un truc de fou. Tout le monde les voulait, ils pétaient des câbles tous. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ils se mettaient sur la gueule et tout pour leur chip Pokémon. Ah ouais, vraiment, ouais. C'était incroyable. Et je crois qu'aujourd'hui, la notoriété d'un Pikachu, c'est monstrueux parce que n'importe qui. Il y a un festival au Japon. Non, mais tu le montres tout le monde connaît. Une personne âgée, elle connaît Pikachu. Tout le monde connaît, ouais. Elle va te dire un truc. Ça, c'est Pikachu, machin. Tu vois, elle va te dire un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais complètement. Tout le monde connaît au moins Pikachu. C'est une dinguerie. Donc, ouais, en effet. Mais qu'est-ce qui explique ça ? Parce qu'en vrai, nous, du coup, on est de cette génération qui a connu le début de Pokémon. En vrai, est-ce qu'il n'y avait pas 12 000, genre les tortues. C'est tout le merchandising que tu as eu derrière en fait. Plus kawaii, Pokémon. Plus kawaii, plus kawaii, ouais. Ouais, et puis ça, comme il dit, c'est le merchandising. Je connais des potes à moi qui ont une méga collection. Je crois que c'est une des plus grosses collections Pokémon qui existent. Ils habitent à côté de chez moi là. C'est incroyable tout ce qu'ils ont. Enfin, jeux vidéo, les Pokédex, les figurines, les cartes, les Pog, les billes. Il y a tellement eu de choses. T'as eu des dérives, mais de tout. Enfin, je crois abusé, que tout y est passé. Tout existe en Pokémon. Je suis sûr, même la lunette de toilette. Je suis sûr que t'as la lunette de toilette Pokémon. Bien sûr. Non, mais c'est même certain. Mais bon, ouais, je sais pas. Encore une fois, moi je reviens sur Digimon quand même. Qui, non, mais toi, à cette époque, chier avec ton Digimon. il arrive la Digimon quand même. C'est aussi très kawaii en vrai. Au début, c'est un dinosaure. Après, c'est un dinosaure un peu voulu. Après, c'est un frigo. T'exagères. La troisième évolution, elle partait complètement en couille. C'est un Transformers. Ouais, c'est un Transformers. Ouais, bon, ok. Des fois, ils sont allés un peu loin. Tu reprends le premier épisode de Digimon, t'as
12 Digimon d'un seul coup qu'il faut apprendre du premier coup. L'adaptation était pas bonne. L'adaptation dessin animé était moyenne en fait. Elle donnait pas le temps de rentrer dedans. Elle était trop. C'était déjà un vrai animé, tu vois, à japonaise. Là où Pokémon, on savait pas que c'était du Japon. Il y en a plein qui pensaient que c'était américain. C'est vrai. Parce que c'était monté comme un cartoon américain très simple, progression très très lente au début, d'accord, etc. Donc, capture son roux cool. C'est aussi l'orientation qu'ils ont décidé de prendre en fait qui a fait que c'est rentré dans, je pense, dans le conscient c'est ça, collectif. Ils avaient déjà une vision assez globale des trucs. De toute manière, rien que il y avait tout le travail de traduction qui avait été pensé avec. On a reçu Julien Bardakov, etc. Tu l'avais croisé, j'imagine, à Toulouse. Le travail d'adaptation pour qu'il y ait des jeux de mots qui matchent en français et tout, hyper important quand tu veux que ton œuvre elle marche. Ça a été beaucoup plus réfléchi. Ça n'avait pas du tout été le cas avec Digimon, tu vois. Digimon, l'équipe marketing ils étaient tous narcoleptiques apparemment. Donc c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que du coup aujourd'hui quand même Pokémon ultra critiqué quand même par beaucoup de monde, par la majorité je dirais. Sensiblement, mais on continue d'acheter quoi. On continue d'acheter. Alors c'est quoi qui explique ça? Après oui, moi je pense que ça vient aussi de la nostalgie et puis de l'engouement actuel parce que malgré tout, malgré la spéculation tout ça, ça empêche pas les gens d'acheter. Ça dégoûte pas les gens. Ça devrait dégoûter les gens et ils devraient tous s'arrêter et faire péter le marché et comme ça au moins. Ça revient à la normale. Ouais, tu vois et ça s'arrête là, jamais. Quoi. Là tu vois, ils ont sorti les Lego Pokémon, ils ont été ultra chers. Mais ultra cher. Et puis pas si ouf que ça. Et puis il y a les spéculateurs qui ont tout acheté pour après tout revendre 3 fois le prix. Ça dégoûte un peu, toi, au final. De toute manière, c'est le consommateur qui fait le truc. Et aujourd'hui, il y a eu les leaks quand même qui ont montré les budgets de Pokémon comme quoi c'était ridicule par rapport aux moyens de Game Freak. Les gens n'ont rien dit. Bon, bah voilà. On est conscient qu'aujourd'hui, ils n'investissent presque rien dans leur jeu par rapport à. C'est les graphismes Switch là. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Le prochain, il va être un peu plus joli. De ce qu'on a vu, l'eau est plus belle et tout. Ça tend à être un peu cool. Mais ils ont des années de retard, ils ont des budgets colossaux et ils n'arrivent jamais à faire un truc propre. Oui, ils ont des budgets colossaux mais qu'ils n'investissent pas. Donc, oui, ils n'investissent pas, non. Ben non. C'est ça le truc. Sur leur argent. C'est une dinguerie parce que nous, justement, quand on était jeunes, le jour on aura Pokémon sur console de salon. Mais c'est exactement ça. On en avait un peu des consoles. Ouais, mais c'était pas les jeux Pokémon. Déjà, le passage à la 3D, moi je me souviens il me semble c'était Pokémon. C'est Stadium le premier. Ah non. Il y avait Stadium sur. Nintendo 64. Ouais. Et après sur la GameCube on avait eu le XD, le XD en mode un peu RPG presque et tout. Celui-là moi je m'étais dit c'est une dinguerie révolution et au final il était bon mais pas si réussi que ça quoi. Ouais, sans plus. Du coup ils ont du mal un peu de sortir de leur truc habituel quoi. Aujourd'hui le meilleur truc qu'ils ont fait c'était là le Pokopia apparemment qui est sympa. Il paraît très chill. Moi je rêve d'avoir le jaune rouge bleu or argent cristal refait mais identique. Ils cherchent pas des mécaniques de fou, des évolutions. Je veux ça. Mais en 3D propre. Nickel. C'est tout ce que je veux. Il n'y a pas d'autre chose. Tu leur demandes même pas de changer quoi que ce soit. Ouais, moi je veux juste de la 3D jolie, belle, mais qu'on revive exactement ce qu'on a vécu. Ça je suis assez d'accord. Je suis même pas sûr que tu arriverais à revivre. Le message est passé. Non, mais j'allais juste dire au public que le message était passé. La Game Freak. Mais c'est ça, Nintendo, qu'est-ce que vous attendez en fait? Ils nous regardent peut-être doublés par IA japonaise. C'est ça, exactement. Sumimasen Game Freaks. Pokémon. Écoute, peut-être, va savoir, peut-être qu'il y a quelqu'un, un community manager qui va passer, qui va faire remonter aux équipes. Ils l'ont dit en France. Ils l'ont dit, ils ont raison. Bah écoute, en tout cas, on espère en tout cas que la licence va savoir se renouveler et ne pas juste reposer sur cette nostalgie qui commence quand même un petit peu à fatiguer, à user les fans qu'on a pu être ou peut-être qu'on est toujours aujourd'hui. Hein. Et puis c'est déjà la fin de cette dernière émission parce que on peut pas te garder 2-3 heures, bien que ça aurait été avec plaisir parce que je pense qu'on aurait pu continuer très longtemps à parler. Je pense qu'on aurait pu parler longtemps, mais j'ai aussi 6 heures de route, donc je vais aussi partir. Si peu. 6 heures, c'est quoi dans une vie 6 heures ça, exactement. Tu reprends lundi, hein, d'ailleurs. Et non, j'ai pris un jour de congé, ça va. Non, mais ils m'ont appelé tout à l'heure. T'as été malin. Mais un petit mot pour le public, peut-être qui regarderait cette vidéo. Eh j'espère tout simplement que la vidéo va plaire à ceux qui la regarderont. Moi, je suis toujours très content de venir discuter avec vous et puis de reparler souvenirs et tout ce que je peux traiter aussi de mon côté.
Et c'est toujours dans une bonne ambiance. Et franchement, j'invite les gens à vous suivre. Merci beaucoup. C'est Parce gentil. que toujours très cool, très gentil. Je suis jamais déçu, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pensez à vos abonnés, donc vous avez bien compris, à liker la vidéo si elle vous a plu, comme toujours, et mettez-nous en commentaire, par exemple, votre meilleur souvenir d'enfance. Ouais, exactement. J'ai hâte de lire. Et sur ce, on se retrouve pour la saison 2. Ciao, ciao tout le monde, c'était bye bye. Bentofab.